des anciens ministres, des docteurs, parmi lesquels le docteur Gologo. Beaucoup d'élèves et étudiants, soit 380 à peu près, sont renvoyés. À propos des biens de Moribo, son épouse nous a dit, on m'a arraché les clés de mon coffre à bijoux. On m'a pris tous mes habits. J'ai tout fait, je n'avais rien à porter. Il a fallu que les voisins me donnent quelque chose à porter. Ceux qui les lui ont arrachés sont là. Et Moussa était au courant. Elle s'est confiée aux gens. Elle a dit, qui peut m'aider à voir mes biens? Il n'y avait personne. Personne n'a accepté de l'aider. Personne n'a accepté de l'écouter. Elle est restée dans le dénuement total. Et tenez-vous bien, son mari n'a été condamné pour rien du tout. Pas politiquement, pas pour détournement des deniers publics, mais ses biens lui ont été arrachés. Pour quel motif? 1978, 38 officiers et sous-officiers appelés groupe Tchekoro Kisima sont arrêtés, dégradés, déportés à Taoudeni. Je vais vous livrer des images. Faites silence, je vous en prie. Ils sont là, attachés, la corde au cou, la corde aux pieds, la corde au bras, portant leurs galons. C'est pour vous dire l'intention, la volonté de Moussa de fouler au pied la République du Mali. Les galons sont portés. Pendant ce temps, ils sont attachés. Les épouses ont les ardoises au cou. Les images sont là. Voulez-vous faire silence, s'il vous plaît? Un homme de bonne volonté de l'armée, ce matin, m'a réveillé à 6 heures pour me remettre des images comme ça. Je les ai fait photocopier. Il a dit, madame, pourvu que vous m'ameniez mes documents, j'ai dit, je photocopie, vous les avoir. Les originaux sont là, pour qui voudrait les contester. C'est un capitaine de nos forces qui me l'a amené ce matin, à 6 heures du matin. Les décrets sont pris pour les casser immédiatement. Ils ne sont pas jugés, rien. Aussitôt arrêtés, voilà les décrets. Et ils sont cassés pour devenir des soldats de deuxième classe alors qu'ils étaient lieutenant-colonel. Les images sont là. Voulez-vous faire silence? N'applaudissez pas, je vous en prie. Moussa, quand Baba Kake, le professeur, qui était venu à l'initiative de Tchona Mathieu Kone pour le faire raisonner, c'est pour ça qu'il était venu, devait répondre à la question insidieuse qu'il lui a posée, de la remarque qu'il lui a dit, mais les Tchekoro et les Kisima ont été arrêtés dans des conditions tout à fait particulières. Je vous dis, la cassette est disponible. Moussa répondait, Kisima Tchekoro, Karim sont mes élèves. C'est moi qui leur ai appris à être officier. Je n'avais pas à dépenser une cartouche pour me défaire de ces gens-là. J'ai dit qu'il faut que je le fasse de la manière la plus élégante, encore son élégance. Avec la corde au cou à des officiers qui portent le galon de notre armée malienne. C'est ça l'élégance. J'ai dit à mon ami Youssouf, je m'excuse de le nommer, qui n'a plus jamais son ami, puisque lui aussi il a été obligé de prendre la tangente à un moment donné. Je vais les appeler. J'ai dit à Youssouf, je vais les appeler, les attacher et personne ne sera au courant. Vous les avez vus attachés. Ils sont morts pour la plupart. Un avocat de nationalité française que nous continuons à regretter dans le prétoire malien et qui avait voulu les défendre est mort mystérieusement à Tombouctou. En cours de procès dans sa chambre, on l'a trouvé affaissé dans un fauteuil mort. Personne n'a jamais su comment il est mort. Maître Sébrier. Les magistrats qui ont eu à faire le jugement sont dans la salle. À cette occasion de l'arrestation de cette Tchekoro et Kisima, les directeurs généraux de sociétés d'État, Sonatam, Somiek sont arrêtés, gardés au camp parent pendant plus d'un an, sans droit aux visites de leurs parents, au repas de leurs épouses. Ils sont maltraités, déshabillés, humiliés pendant ce temps pour se voir libérés sans jugement, tout simplement parce qu'ils avaient des relations d'amitié avec Tchekoro et Kisima. Des opérateurs économiques ont connu le même sort. Certains ont été déportés à Kidal, à Taoudeni, sans acte judiciaire. Eux aussi, ils sont libérés au bout d'un an. Un ancien détenu de ce groupe de 38 officiers raconte ce qu'il a pu connaître à Taoudeni. On ne peut pas qualifier Taoudeni. Tout ce que vous imaginez d'horrible, de malsain, de nauséabond, vous les retrouverez à Taoudeni. C'est l'enfer. On y vit quotidiennement avec la mort. On ne peut pas imaginer pire. À notre arrivée à Taoudeni, dit-il, nous avons failli passer un mauvais quart d'heure. Il y avait un cordon de soldats pour notre accueil, brandissant des fouets. Nous y avons échappé grâce à un lieutenant qui s'est adressé aux soldats excités en ces termes. Ce que vous voulez faire n'est pas digne d'un homme porteur d'uniforme. Le fait que ces détenus soient là est déjà un supplice. Il s'appelle ça un officier de notre armée. Il en est digne. Il m'entend. Nous avons été répartis à raison de 19 par chambre. J'étais 19 dans les cellules de Taoudeni, avec la chaleur qu'il y fait. Chaque jour à 19h, on nous enfermait et on nous donnait un grand pot métallique. Et chaque matin, à 5h, on le vidait et on faisait le ménage. Nous avons transporté du sable pendant 12 jours. Il fallait prendre le sable et aller le déverser à 100 mètres du sable en pleine chaleur de 15h à 19h avec 30 minutes d'arrêt pour le repas. Et c'est au cours de ce travail qu'un détenu est tombé paralysé pour vous dire les difficultés qu'on a à marcher sur le sable à une certaine température à Taoudeni. On leur a retiré tous leurs effets. Et quand ils ont condamné qu'ils ne souffraient pas assez parce qu'ils n'étaient pas en train de mourir,
et que les condamnés à mourir ne mouraient pas aussitôt, bon, ils ont envoyé une mission spéciale conduite par un sous-officier et des soldats ayant pour ordre de prendre en charge les détenus politiques, alors qu'au Mali, à l'époque, on disait qu'il n'y avait pas de détenus politiques. Ce commando était allé avec la consigne stricte d'humilier, de sévir, de précipiter la mort des condamnés à mort, parce qu'on avait peur que ces Tekoro et ces Kishima ne reviennent encore. À 3 heures du matin, on quittait au camp pour être dans les mines à 6 heures. On revenait au camp et malgré la fatigue, nous devions forcer le pas. Et quand ces soldats spéciaux jugeaient que la marche était lente, les fouets claquaient. Nos vêtements allaient en lambeaux. Le sang giclait. Ceux qui tombaient étaient matraqués de plus belle jusqu'à ceux qui se relèvent. Quand le sous-officier commandant la mission spéciale le disait, il disait, demain vous n'allez pas dans les mines, vous transporterez des briques. Ce transport, dit-il, était encore très pénible. Il fallait sous le soleil prendre 2 briques à l'intérieur du camp, les apporter en courant à un camp qu'on appelle le camp Nientao. Il porte le nom du lieutenant. Sous les coups du fouet, au soleil, le vent de sable. C'est au cours de ce transport de briques qu'un détenu fouetté, qui a eu du temps à se relever, a reçu un coup de crosse et en est mort. Je ne dis pas son nom. Quand les détenus mouraient en plein travail, on arrêtait, on les lavait, on les enterrait, enroulés dans leur couverture, après avoir taisé leur tombe et ensuite sans repos, on reprenait le travail. Pour vous dire le respect qu'on portait aux morts, même quand on était mort, on subissait des châtiments. Nous avons enterré tous les condamnés à mort. Un seul des condamnés à mort n'a échappé. Un détenu, il raconte, est resté plusieurs jours dans sa cellule. Il ne pouvait plus parler, ni bouger, souffrant atrocement au milieu de ses excréments, puisque ça sûr que la vie le quitte. On ne dira pas le nom. Il dit, nous voyons nos camarades gémir, se vider de leur sang dans une terrible souffrance. On ne pouvait pas leur porter secours, de crainte d'être matraqués. Un sous-officier dit, quand c'est votre première fois d'aller à Taoudeni, tenez-vous bien, on vous dit d'aller à une visite médicale. Et cette visite est faite de la manière la plus méticuleuse. Quand on va dans l'armée, on passe la visite médicale. Des centres qui sont plus éloignés que Taoudeni, c'est-à-dire Kidal et autres, quand on y va, il n'y a pas de visite médicale. Mais quand on doit aller à Taoudeni, vous êtes soumis à une visite médicale très, très, très sérieuse. C'est pour vous dire qu'est-ce qui vous attend à Taoudeni. C'est dans cette partie du territoire que les personnes condamnées à mort et ceux condamnés pour atteinte au bien public et atteinte à la sûreté intérieure étaient envoyés. Et plus de 400 détenus ont été acheminés en 1 an à Taoudeni. Le régisseur de la prison de Tombouctou, qui est responsable de ce camp de Taoudeni, écrivait, prenait son courage à 2 mains, pour écrire en janvier 1973 au comité militaire. Le centre de Taoudeni connaît actuellement une recrudescence de Béribéri qui a ravagé, qui continue de ravager un grand nombre de détenus. Compte tenu de la rigueur du climat, de la durée de leur peine et de leurs conditions de vie extrêmement difficiles, il serait bon pour l'avenir de limiter le séjour à 6 mois pour chaque détenu, car actuellement le séjour indéterminé les rend incapables de travailler. On n'aura jamais su, à la date d'aujourd'hui, combien de détenus sont morts à Taoudeni. Le comble est que les familles qui pensaient que leurs parents qui sont à Taoudeni sont vivants, ils étaient morts. Et à chaque fois qu'ils demandaient de leurs nouvelles, on disait ils sont là, ils se portent bien. Et les détenus qui avaient conspiré, disait-on, contre l'État, ils recevaient des bourreaux spéciaux qu'on leur envoyait de Bamako. Et j'ai ici dans la salle quelqu'un aussi qui pourra vous dire comment les gens étaient nourris à Tombouctou, à Taoudeni, excusez-moi. Quand on décidait à leur faire une sauce, c'est-à-dire que le centre de détention n'est pas loin du sang, le jour où on tuait un animal et qu'on décidait de leur donner à manger en leur faisant une sauce, c'est la bouse de vache qu'on mettait dans la sauce pour eux. Misibo de Mekenala. Ceux qui l'ont mangé sont là. C'était la bouse de vache qui servait d'ingrédient pour leur sauce. J'ai une victime qui est là, qui a été de mes services, c'est-à-dire huissier, il est dans la salle. 1979, le parti IDPM est né. 11 ans après le coup d'État, Moussa, cette fois-ci, va s'éterniser. Un tract dénonce le Congrès constitutif et qualifie le parti de fasciste. 6 anciens responsables de l'UFRDA sont arrêtés. 2 sont condamnés pour offense au chef de l'État. Ils seront déportés à Taoudeni. Les avocats qui avaient fait le déplacement de leur pays d'origine au Mali, en respectant le code de procédure pénale malien, qui leur demande, fait obligation d'élire domicile avant de plaider, après avoir accompli toutes ces formalités. Malgré l'existence de conventions judiciaires entre notre pays et le leur, c'est-à-dire la France à l'époque, ont été purement et simplement renvoyés. On leur a dit, nous n'avons pas besoin d'avocats. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'article 1 du statut IDPM dispose, il est créé en République du Mali un parti politique dénommé
Union démocratique du peuple malien, il est constitutionnel. La Constitution est automatiquement modifiée en son article 5, qui dit ceci désormais: le parti est unique, il est l'expression de l'unité nationale et l'autorité politique suprême du pays. Il définit la politique de l'État et concourt à l'expression du suffrage universel conformément à la présente Constitution et aux lois en vigueur. Article 20. Le président de la République est le chef de l'État, il est le premier responsable du parti. Article 22, alinéa 1. La direction nationale du parti propose au suffrage des électeurs la candidature du premier responsable du parti à la présidence de la République. L'État autocratique est émis. Article 23. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction libérale, activité commerciale, financière, industrielle, ou de l'exercice de tout autre mandat autre que celui de l'article 20, c'est-à-dire du responsable du parti. Outre ces révisions constitutionnelles, l'ordonnance 53 CMLN apporte des interdictions suivantes à la même Constitution. Contrairement au préambule de la Constitution, qui continuait de réaffirmer solennellement les droits de l'homme et les droits et les libertés de l'homme et du citoyen, consacrés par la déclaration du 10 décembre 1948, l'article 16 de la Constitution, qui disposait que tous les citoyens, sans distinction de race, d'ethnie, de religion, de sexe ou d'opinion, sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par le Code électoral. L'article 2 de l'ordonnance 53 disposait: ne peuvent être membres d'un parti, ni de l'Assemblée, ni du gouvernement, ni des bureaux syndicaux pendant un délai de 10 ans. À compter de la Constitution, les personnes ayant été comprises dans la période du 1er mars 1966 au 19 novembre 1968, les personnes qui ont assumé des responsabilités, membres du bureau politique, du comité de défense de la religion, entre autres, et responsables locaux, nationaux et locaux de la milice populaire. On va en parler. On s'arrête là pour expliquer aux jeunes qui avaient moins de 18 ans au 19 novembre 1968, et qui sont nés jusqu'à la date d'aujourd'hui, qui ne sont pas au courant des choses au Mali donc. Et Moussa Traoré était l'instructeur principal de la milice populaire. Et qu'est-ce que c'était que la milice populaire? C'est l'organisation du temps de la Première République qui a humilié et excédé les populations. Avec la milice, il était interdit à un couple d'être dans les rues au-delà de 22 heures. Sans l'acte de mariage, même si vous étiez marié, il fallait vous promener avec votre acte de mariage, sous peine de vous voir arrêté, voire conduit dans les locaux de la milice, déshabillé et matraqué. Les jeunes n'avaient pas le droit de porter les habits qu'ils voulaient. On ne portait pas n'importe quel pantalon, les jeunes filles ne portaient pas n'importe quelle robe. Et quand vous étiez arrêté, conduit dans les locaux de la milice, on vous déshabillait. Le couple, on donnait à chacun de vous un fouet, vous mettiez à vous battre jusqu'à ce que vous renonciez à vous retrouver ensemble. Dans les familles, le rôle de la milice consistait à diviser les familles. Les maris n'avaient plus confiance en leurs femmes, les femmes n'avaient plus confiance aux maris, les enfants. Tout le monde était obligé d'aller raconter au niveau de l'État ce que son mari faisait d'irrégulier, d'anormal, ou ce que sa femme faisait qui était contraire au principe de la milice et du parti. Et c'était Moussa qui était l'instigateur principal, l'instructeur principal de cette milice-là. Quand on nous dit le 19 novembre, les populations ont applaudi, cela est vrai. Parce que les populations avaient besoin de liberté et on leur avait dit la liberté. C'est pourquoi ils ont applaudi. Et la spécialisation dans le complot était partie de là. On a s'est servi de la milice pour indisposer la population en plus des autres difficultés qu'on avait. Et ceci a permis à l'époque de procéder au renversement de la situation. La milice elle-même était piégée. Pour mieux asseoir la dictature, les compétences du parti constitutionnel qui devaient naître devaient s'étendre désormais à tous les domaines de l'État. Ainsi, la loi défense 64-81 du 24 janvier dit ceci: l'organisation qui comporte l'organisation, le fonctionnement des services administratifs. Excusez-moi. Je disais donc que pour se maintenir, le fameux parti constitutionnel, ses compétences s'étendaient à tous les domaines de la vie. Le parti intervenait dans la loi défense. Le parti intervenait dans l'organisation et le fonctionnement des services administratifs et il intervenait dans la nomination des cadres et l'attribution des bourses des étudiants. En ce qui concerne la loi défense, l'article 16 dispose: en matière de défense, les organes de décision sont la direction nationale, le président de la République, candidat du parti, le gouvernement. Article 17, les principes généraux et les orientations en matière de défense nationale sont définis par la direction nationale du parti.
Article 22. Les organes de constitution en matière de défense sont la commission de défense du BSC, de l'UDPM, le Conseil supérieur de la défense. L'article 23. Les missions, les compétences, les règles de fonctionnement de la commission de défense du bureau exécutif national, du bureau exécutif central de l'UDPM sont définis par les statuts et textes subséquents de l'UDPM. Article 24. Le Conseil supérieur de la défense est un organe d'étude des problèmes de la défense. Il traduit en orientation et en directive la défense nationale, la politique définie par la direction nationale du parti. Le Conseil supérieur de défense est présidé par le président de la République, secrétaire général du parti. Au niveau de l'administration, on nous a beaucoup parlé de la primauté du parti, mais je vais vous livrer une circulaire qui va vous édifier. Dans la circulaire numéro 2, PGRM, 5 janvier 1979, adressée à tout ministère, tout gouverneur de région, tout directeur de services nationaux et services généraux, tout commandant de cercle, tout chef d'arrondissement, il est dit ceci. Vous n'êtes pas sans savoir que notre administration traverse actuellement une période de transition. En conséquence, j'attire votre attention sur les nouvelles et délicates responsabilités qui sont désormais les vôtres en raison de la mise en place effective des structures du parti. C'est l'occasion de vous rappeler qu'au terme des dispositions de la Constitution, le parti est la première institution de l'État. Il est de ce fait l'instance suprême de constitution et de contrôle à tous les niveaux d'activité du gouvernement. L'exercice effectif désormais par le parti des compétences qui lui sont dévolues par Jean crée pour les responsables du gouvernement aux différents niveaux une situation nouvelle à laquelle il convient de s'adapter. Cet impérieux effort d'adaptation auquel je vous convie de la façon la plus pressante nécessite pour vous une reconversion des mentalités et une correction du style de travail. Cette primauté avait été précisée par ailleurs en ces termes. La Constitution de 1974 a décidé de l'institutionnalisation du parti et de sa primauté sur l'ensemble des autres institutions. Cette primauté est globale. Elle signifie que toute décision doit être considérée en premier lieu sous l'angle de ses implications politiques. Elle confirme une autorité. Elle signifie qu'au niveau des diverses instances, l'administration se charge d'assurer les tâches d'exécution dans les concepts aura été dégagé par le parti et de trouver les moyens nécessaires pour y parvenir. C'est le parti qui décide. Pourtant, les membres du BSC nous ont dit qu'ils n'avaient aucune influence sur l'administration, alors que toute décision était considérée dans un premier temps sur le plan politique. Que les tâches à exécuter sont des concepts dégagés par le parti. Dans le cadre de l'administration toujours, les dossiers du Conseil des ministres étaient préalablement soumis à l'appréciation du BSC et enfin, au lendemain du Conseil des ministres, le compte à rendu en était fait au niveau du parti. Le BSC se prononçait sur la nomination des cadres. Il fallait être bon militant. L'enquête de militantisme était le critère de choix et non la compétence, d'où une notion de sommité avait complètement disparu au Mali. Tout le monde s'attendait à une ministre ou directeur national. Au remaniement, au lieu que les gens s'exclament pour dire « il le mérite, c'est un cadre qu'on connaît, il est de telle intelligence, de telle compétence », on disait d'où il vient. Personne ne savait où venaient les ministres, à part quelques-uns. La compétence donc avait cédé le pas à la médiocrité, au clientélisme, à la pénible. Je paraphrase Modibo Keïta, pour lequel j'ai eu de l'administration, de l'admiration pour son patriotisme et sa représentativité, à l'occasion d'une remise de diplôme à l'ENA. Parce qu'à l'époque, le chef de l'État s'intéressait tellement à l'éducation, tenait tellement à la formation, que lui-même il se déplaçait en fin d'année pour remettre les diplômes de sortie aux étudiants de l'ENA. Il avait dit ceci à un premier qu'il avait félicité, quelqu'un qui était sorti avec mention très bien, qui avait reçu des félicitations de son jury, des félicitations spéciales du département, des félicitations du président de la République. Il lui disait « Je souhaite que tu sois le premier dans la vie, les premiers à l'école n'étant pas toujours les premiers dans la vie. » Cette phrase a beaucoup retenu, a été beaucoup illustrée pendant les 23 ans de gestion. Je suis libéral, je ne suis pas d'un parti. La bourse des étudiants, pour avoir une bourse, l'étudiant devait se munir d'une carte de l'UNTM et se faire remarquer à l'occasion des motions de soutien au secrétaire général. C'est connu de tous. Février 80, l'UNEM est interdit. Les élèves et étudiants organisent des manifestations sur toute l'étendue de la République. Les forces de l'ordre tirent sur les manifestants à Ségou. Un élève, Moulay Diarra, blessé par les balles, devient aveugle. Amadou Kane est condamné à 6 mois de prison. Encore le droit d'association est remis en cause. Les forces de l'ordre ont tiré, ils n'ont pas été interpellés. Pas de sanctions même du côté militaire. Bon, la volonté de tirer avait commencé à être là depuis les années 80, le dessein d'attenter à la vie des citoyens pour évoluer vers l'assassinat de 91. Le 17 mars 80, à la suite d'une conférence devant plusieurs professeurs élèves, Abdul Karim
camarades dit Cabral et Chokari sont interpellés. Abdul Karim devait mourir à la suite des tortures, de même que Soli Ibrahim Chokari. Plusieurs enseignants sont arrêtés. Moussa refuse de le mettre le corps de Cabral à ses parents, de faire les cérémonies funèbres. Plusieurs arrestations devaient suivre. Je connais des femmes qui ont porté le veuvage parce que leur mari avait disparu. Elles étaient sûres qu'ils étaient morts. Ils étaient transférés à Taoudéni sans autre forme. Là encore, on refusa les funérailles. Suite à ces mouvements, Moussa adresse sur les antennes des insultes grossières à toutes les mères. L'UNFM brille par son absence de la scène. Mieux, l'UNFM livre les enfants par sa présidente en disant « Nous préférons la patrie à nos enfants. » Et on nous dira ce jour-là à nous autres mères, excusez-moi, que ceux qui sont plus âgés que nos pères et nos mères nous excusent. Je suis obligée de parler de ce que je sais parce que je veux faire comprendre le cadre d'évolution dont parlait Maître Comte en ce qui concerne un système dictatorial. On nous a lancé ce jour-là. On a dit en ce jour-là, pour le traduire, que si les enfants ne devaient pas faire attention et que si les linceuls manquaient, on allait employer les dessous de leur maman à les faire enterrer. Je m'en excuse. 81-82, certains étudiants de l'UNEM dissoudent publient un tract pour réclamer le paiement des bourses. Ils sont arrêtés puis exclus des établissements. Des enseignants sont arrêtés à Ségou et Bamako. 84, à la veille des fêtes d'anniversaire de l'indépendance, un tract dénonce les mesures d'austérité du FMI et de la Banque mondiale. 4 professeurs sont arrêtés, puis libérés 45 jours après sans jugement, 46 jours. 86, les enseignants sont accusés à travers un tract signé en leur nom. La personne qui l'a signé est parmi les accusés de recevoir des financements du Burkina Faso pour mener des activités subversives. Des étudiants sont arrêtés la même année parce qu'un étudiant burkinabé avait été trouvé porteur d'une correspondance destinée à un ami malien. Parmi ces étudiants arrêtés, Oumar Marco qui était à la barre l'autre jour. C'est moi qui les ai jugés en 86. Je détiens les commentaires des journaux là-dessus. Sous peine de tous les services possibles, Django Sissoko était le ministre à l'époque. Il sait ce qu'il m'a dit le jour où je devais les juger. De manière honnête, je lui reconnais qu'il était tout peiné d'avoir reçu du gouvernement et du BSC de condamner les étudiants au maximum de la peine. Et moi de lui répondre, monsieur le ministre, le dossier ne contient rien. Dans un premier temps, j'ai employé la mauvaise foi. Madame le Président, qu'est-ce que vous avez vu dans le dossier? Qu'est-ce que le dossier contient? Je lui ai dit rien. Il ne faut pas le dire. Parce qu'on dit de les condamner au maximum de la peine. J'ai dit, monsieur le ministre, c'est vous qui en répondrez. Moi, en tant que président du tribunal, je les libère demain. Nous avons négocié 72 heures, le ministre et moi. À chaque fois, j'étais appelé de mon domicile au point qu'au niveau de ma famille, j'ai failli avoir des problèmes avec mon époux qui ne comprenait pas mes va-et-vient, qui ne finissait pas. Finalement, au bout du rouleau, le ministre m'a dit, madame le président de grâce, Django qui est là. Il le sait, je suis en train de dire qu'il me le demande. C'est une conversation qui s'est passée entre lui et moi, chez lui, à son domicile. Il était malade. Il s'était fait pour les malades d'ailleurs, parce qu'il avait peur des conséquences de la décision que j'allais rendre. Je suis donc allé le voir à la dernière analyse. Il m'a dit, madame le président, qu'est-ce que vous avez décidé? Je dis, je ne décide rien, mais à la lecture du dossier, à moins que d'autres éléments n'interviennent, ce dossier ne contient rien. Mais moi, je ne suis pas du parquet, je suis du siège. Appelez le procureur pour lui dire ce que vous avez à lui dire qu'il a requérir, mais de toute façon, sans préjuger, je vous dis que ce dossier ne contient rien. Il m'a dit, je m'en remets à vous de grâce, ne me créez pas de problème. Je suis allé réfléchir, il est chef de famille. Il a de tout petits enfants. J'ai dit, bon, je vais lui donner l'occasion de rester à son département et ne pas avoir de problème parce que peut-être que moi aussi je vais ramasser les fils. Nous sommes allés, on nous a envoyé tout l'arsenal de la radio parce que c'était le principe. Quand on devait juger une affaire comme ça, on vous envoyait toute la radio, toute la presse pour venir vous filmer. J'ai dit, pas de radio, pas de presse dans la salle d'audience. Les agents de la presse sont là. Ça a été un incident ce jour-là. Et Maître Demadiolo est venu en courant pour dire, madame le président, je vous félicite. Les avocats qui les sont défendus sont dans la salle. Nous avons débattu. Tous les élèves étudiants étaient là pour assister à l'audience. C'était en 86. J'ai rendu ma décision. Je les ai condamnés au temps de détention. Ils sont sortis le même jour. Les explications, le ministre en a eu à donner. Il a eu beaucoup de sueur. Et qui a réglé encore le problème, c'était Maître Demadiolo et Philippe Sissoko. Je le lui reconnais aussi, qui était bâtonnier à l'époque, Maître Demadiolo, qui, à l'aéroport, dans les corps constitués, alors que le président de la République devait voyager, s'est entretenu avec Philippe au sujet de ce jugement rendu par ce fameux président du tribunal qui faisait n'importe quoi. Alors Demba expliquait que c'était un jugement comme il fallait. Heureusement, je rends hommage à l'essor. L'essor ce jour-là quand même a pris son courage à deux mains pour dire que c'était une décision de clémence et que ça avait servi à calmer la tension. L'essor l'a fait, j'ai le numéro.
Jeune Afrique en a fait un commentaire, ça m'a sauvé. Et ça a sauvé le ministre. Et Philippin a dit, j'avoue que ça a été une décision d'apaisement. Je me chargerai de l'expliquer. D'après ce que le m'a dit, je ne sais pas là-bas. Bon, 88, quand j'en profite pour faire une observation à l'intention de Mme Demba, qui m'a dit hier, vous avez été révoqué. Elle a dit qu'elle ne garde pas rancune. Je lui crois. Je lui donne l'assurance que j'ai reçu une éducation qui ne me permet pas de garder la rancune. J'ai été révoqué à la suite de tout ça parce que je me plaisais à rendre des décisions conformes à la loi. Et je suis très pédée de vouloir parler de ça. Je n'ai voulu ne pas en parler. Mais on en a trop parlé dans celle d'audience. Il est mieux que le monde qui m'entend puisse savoir de quoi il s'agissait. La révocation, après la révocation, je rappelle à l'activité, j'attribue ça à la volonté du Tout-Puissant, le seul, l'unique, le Tout-Puissant. Il n'y a rien au-delà de la décision de Dieu. Et quand le bon Dieu vous conforte dans une position, l'être humain qui se permet à protester encore, à vouloir garder rancune, c'est-à-dire qu'il a oublié qu'il existe un Dieu. Moi, je sais qu'il existe un Dieu. Je suis d'une famille musulmane. Je suis musulman. Je suis marié à des musulmans. Ma belle famille est connue à Nyoro. C'est la famille Kabbalah. Ils sont musulmans. Mon père est connu de tout le monde. Il a instruit des gens. Il a des cadres ici, sur le banc des accusés. Donc, il a éduqué dans le sens de ne pas garder rancune. Je ne garde pas rancune, comme le faisaient d'autres. Que tout le monde en soit assuré. Et je prie fortement pour que le Tout-Puissant continue à illuminer mon cœur, pour pouvoir oublier tout ce qu'on a subi comme châtiment physique et moral. Parce qu'à la même période où j'avais été révoqué, mon mari avait été licencié. Nous étions avec des enfants sans rien à leur donner à manger. Nous en sommes sortis. Dieu merci et je rends grâce à Dieu. Subhanallah wa bihamdihi. 1988, à la suite d'une grève pour réclamation de salaire impayé sur 3 mois, plusieurs enseignants sont arbitrairement mutés. Des professeurs de l'enseignement supérieur sont arrêtés et détenus à la police. D'autres sont radiés de la fonction publique. Au prix de 1001 difficultés, ils retrouvent leur fonction en saisissant la Cour suprême. 20 étudiants sont exclus de l'ENSU. À partir de ces arrêts, il y a eu une expression consacrée selon laquelle la Cour suprême posait problème. Et c'est parce que la Cour suprême posait problème que Sambou Soumaré avait été envoyé pour que la Cour suprême cesse de poser problème. Parce qu'elle rendait désormais des arrêts qui dénonçaient l'excès de pouvoir de l'État, parmi lesquels le mien. J'ai oublié de dire, quand je parlais de ce cas, que j'ai été sauvée. Parce que, en plus des arguments que j'avais, il y avait les défenseurs, le barreau malien, à qui je rends hommage, qui se sont formés comme un bloc, 6 défenseurs à titre gratuit pour venir me défendre à la barre. Je respecte la défense des avocats. À partir de ces arrêts, donc, la Cour suprême était devenue un problème. On dit la Cour suprême pose problème. Et c'est pourquoi ce premier président-là, qu'on a dépeint, comme on l'a fait l'autre jour, est parti de la Cour suprême, entre autres. C'était un des motifs de son départ. On nous a dit que toutes les révisions constitutionnelles étaient soumises à la Cour suprême. Je dis oui. Mais j'ajoute là aussi qu'il y avait des hommes pour dire que le pouvoir a toujours raison. Dans toute situation, il y a des gens qui sont là pour plaire et qui agissent dans le sens de l'État. Et l'État avait satisfaction, effectivement. Et aussi, je dis que ces décisions, ces révisions constitutionnelles qui avaient été faites et qui avaient été acceptées, arrangeaient la situation. Mais la dernière révision constitutionnelle proposée, puisqu'elle n'arrangeait pas, elle n'a pas été prise en compte. C'était à propos du fait que la conférence nationale n'était pas anticonstitutionnelle. 1990, je vais vous parler toujours du parti. J'ai découvert dans les archives du BEC que le parti était subventionné par l'État. Un PV verbal du réunion du 25 juin 90 me donne ceci. Et recette subvention de l'État, 142 659 000 francs. Frais d'émission des membres du BEC, 158 455 494 francs, alors que les fonctionnaires avaient 3 mois de salaire impayé. Que les étudiants n'avaient pas de bourse. Je le témoigne parce que nous avons eu des problèmes avec des propriétaires chez lesquels les étudiants habitaient et à qui ils ne pouvaient pas payer les loyers. Ils sont venus en jugement de référé pour demander la restitution. Le président du tribunal de l'époque que j'étais, j'avais fait une jurisprudence à moi qui consistait à accorder un délai de grâce aux étudiants à chaque fois qu'on les amenait, qui couvrait le délai de 3 mois qu'ils attendaient pour avoir la bourse. Donc on disait aux propriétaires, attendez qu'on leur paye la bourse, et au paiement de la bourse, on leur payait 3 mois en même temps pour que les étudiants ne soient pas dans la rue. Ceux qui en ont bénéficié, s'ils ne sont pas là, ils m'entendent. Les dépenses subventions de l'État, frais du personnel, c'est-à-dire salaire des membres du BEC, ils étaient payés. Indemnité membres de cabinet, 95 551 000 francs. C'était toujours dans les postes de l'État qu'on prenait ça.
L'entretien des voitures, 8 124 000 francs. Ils avaient, en ce qui concerne, ils avaient 1830 litres d'essence par semaine sur les fonds de l'État et ils avaient 3240 litres d'essence par semaine sur les fonds du DSC même. 68,91 donc, c'est assez fastidieux le travail que je suis en train de faire ce matin, vous accepterez d'être tolérant avec moi. 68,91, un régime de toutes les calamités. Méningite, sécheresse, choléra, inondation, accident d'avion, accident de train, de circulation routière, cyclone, sauterio, qu'est-ce qui restait si ce n'était pas le règne du pharaon? On a dit, dans d'autres pays, j'ai vu un journal que quelqu'un m'a fait parvenir, parce que la personne pratique beaucoup la religion musulmane et sait que moi aussi je m'initie à ça. Un journal dans lequel on consacre des journées de grâce à l'État sénégalais où on rassemble tous les hommes de culte qui viennent faire des bénédictions pendant un certain nombre de jours, subventionnés par l'État pour souhaiter le bonheur au peuple sénégalais. Au Mali, les bénédictions étaient faites pour maintenir le régime. Nous en sommes témoins. Et Moussa de se plaire à nous dire un jour, à son apogée, ce qui m'étonne, c'est que rien ne fait mal aux Maliens. Mounye Kamaragan, c'est que faut te dire Malien à tout, ma danse Romina, faut te dire Malien à tout. Voilà ce qu'il avait dit. Pour lui, le Malien n'avait plus de personnalité. Évidemment, nous étions tous réduits au strict minimum. Et tout le monde était devenu mendiant. Il fallait voir quelqu'un comme toi pour lui demander 100 francs pour prendre le droudouné et aller au bureau. Les pères de famille étaient obligés de raser le mur pour sortir, pour que les époux ne voient pas le matin, parce qu'il n'y avait pas le prix du condiment. Et dans un état voisin, on nous appelait le peuple mouton. Un de nos voisins, le voisin de notre pays nous appelait le peuple mouton. 22 ans donc de violation de la Constitution dans les conditions énumérées, pour nous répondre en 1990, devant les revendications populaires, que la conférence nationale était anticonstitutionnelle et qu'il était viscéralement légaliste, raison pour laquelle on ne pouvait pas réviser la Constitution, il fallait le congrès de l'IPPM, parce que seul le congrès peut décider de l'orientation de la politique de l'État. Alors que pendant 22 ans, on avait violé la Constitution, comme je viens de vous le dire. Les cadres dans cette gestion étaient vilipendés. On nous mettait des ardoises au cou. Licenciement abusif, radiation, mutation arbitraire, non-paiement de salaire, torture, déportation, délation, clientélisme, affairisme. Toutes choses contre la Constitution. Dans le domaine rural, les paysans soumis à toutes sortes d'exploitations, affamés parce qu'ils étaient obligés de vendre tous leurs produits à l'OPAM, privés de terre, interdit parfois d'écouler son produit, tant que les produits du champ avec thé n'avaient pas été vendus. Je sais que les bananes de Sikasso étaient obligés, les producteurs de bananes de Sikasso, certains dimanches, étaient obligés de les ramasser pour aller les jeter, parce que les acheteurs qui viennent de Bamako n'étaient pas venus à la foire hebdomadaire pour la simple raison que la production de champs était prête à être récoltée, qu'il fallait l'attendre pour pouvoir vendre d'abord et aller acheter les bananes de nos pauvres paysans qui ne vivent que de ça. En plus, ces pauvres paysans, ils étaient soumis au paiement de toutes sortes de frais, surtout à l'occasion des voyages présidentiels. On leur faisait tout. Celui qui n'avait qu'une chèvre était obligé de donner sa chèvre. Celui qui n'avait qu'un bœuf était obligé de donner son bœuf. Vous devez comprendre leur réaction quand ils ont dit à la conférence nationale: notre argent ne servira plus à faire la politique de quelqu'un. Ils l'ont dit dans cette salle, ils nous occupaient cet étranger. Les commerçants, monopole du commerce, fraude autorisée pour certains, interpellation de toutes sortes au niveau de ce qu'on appelait la FMI pour d'autres, la famille Moussa et ainsi. Les enfants, pas de droit à la nourriture, à l'éducation, à la santé, pas de protection, malgré les articles 12 et 13 de la Constitution, qui disposent que l'enseignement est un droit pour tous les Maliens, qu'il est public et laïque, et que la République garantit le droit à l'instruction. Les enfants étaient réduits à transporter des tables bancs. Encore fallait-il que les parents aient le prix pour le payer, sinon ils n'allaient pas à l'école. À payer des cotisations multiples sous peine d'être renvoyés. Exclusion des pauvres. Les enfants des pauvres n'avaient pas droit à l'instruction. Ils étaient obligés de voler nos enfants, parce qu'il fallait aussi tous les jours apporter une brique pour conduire, pour construire on ne sait quoi. S'ils ne l'avaient pas, ils volaient chez le voisin. On avait parlé d'une politique de ruralisation pour laquelle on les exploitait aussi. Ils ne savaient pas de destination de ce produit de ruralisation. On nous a dit quelqu'un qui a co-présidé le sommet de l'enfance, il ne peut pas commettre des assassinats sur les enfants. Je suis d'accord quand les choses se passent dans les conditions normales. Mais seulement, j'oppose qu'il s'agissait d'une façade qui n'avait rien à voir avec la réalité du peuple malien. Qu'on vérifie au niveau des écoles, le Mali a le plus bas taux de scolarisation. Pas d'école, pas de matériel, d'infrastructure n'existe pas. Il n'y a que ce qui avait été légué
depuis les années 60. Pas de pédiatrie pour les soigner. Il n'y a pas de centre de protection maternelle et infantile pour les recevoir dans la vie. Ils n'ont pas de loisirs. Ils sont affamés parce que les apparences sont démunies. Ils sont exposés à la délinquance. Et on dit qu'on a coprésidé le sommet de l'enfance avec les réalités maliennes. Allez-y y réfléchir. Les jeunes, pas d'emploi. Les sociétés et entreprises d'État bazardées qui couvraient ce taux de chômage a ouvert une large brèche. Pas d'instruction. Ils sont anéantis. Ils ne pensent aucun sentiment patriotique parce que depuis tout ce temps, en 22 ans, on n'a rien enseigné de l'instruction civique aux enfants. Ils n'ont pas appris à aimer leur pays. Ce qui nous crée toutes sortes de difficultés que nous connaissons en ce moment. Les femmes, quant à nous, nous étions sans statut. On n'était ni célibataires, ni mariés, ni veuves. Les familles disloquées par le manque de salaire ou le chômage. Le chef de famille obligé de profiter de l'inattention de son épouse pour sortir. L'autorité parentale détruite parce que les parents démunis ne pouvaient plus subvenir aux besoins de leurs enfants. Quant à l'armée, elle était divisée. Au lieu de défendre l'intégrité territoriale, elle a été détournée de sa mission noble pour en faire un moyen de se maintenir, un moyen de répression. L'armée était affamée, elle aussi, mal logée. Nous l'avons vu lors des journées qu'on a organisées après le 26 mars. Moussa avait réussi la division entre elle et le peuple, au point que le peuple pensait que toutes les recettes de l'État étaient englouties dans l'armée. Là aussi, des centaines d'officiers et de sous-officiers éliminés. Nous avons reçu à cet effet un procès verbal. Un procès verbal établi sur la plainte d'une certaine Fanta Diabaté, sous couvert de son père Arafan Diabaté et rue 118 angle 127 Bamako Bolibana, qui constitue un exemple en ce qui concerne les officiers. Voilà ce qu'elle dit. En effet, mon mari et l'ex-président devaient se rendre au Koweït en mars 78. Arrivé à l'aéroport, on a fait retourner mon mari. Je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'il est arrivé à la maison pour déposer ses valises, le même jour, il est allé au travail. Après son départ, la présidente Mariam Traoré a envoyé 2 fois de suite un chauffeur chercher mon mari, mais il l'a trouvé absent. Vers 13h30, un gendarme, du nom de Kalilou, est venu à la maison et m'a demandé si je n'avais rien appris concernant mon mari. Je lui ai dit que je ne savais rien. C'est alors qu'il m'a dit que mon mari a été arrêté. Je suis allé au camp pareil à la base, mais je n'ai pas pu voir mon mari et jusqu'à nos jours. De mon mariage, nous avons 8 enfants vivants. À nos jours, je ne sais pas comment mon mari est mort et je n'ai pas vu à présent la tombe. Ça, c'était concernant les officiers. Le procès verbal est là. Malheureusement, elle a employé pour une plainte et les faits sont prescrits. Malheureusement. Le syndicat était anéanti par les arrestations. Nous avons vu au cours de l'exposé tout ce qui s'est passé au niveau des syndicalistes, alors que la liberté syndicale était prônée par la Constitution. L'UNFM avait été qualifiée d'association peu crédible. Elle avait été jusqu'à proposer Moussa comme président à vie. Comme si la Constitution